Quoi de plus dévastateur que de perdre un être cher? Des flots d'émotions puissantes, déconcertantes, chaotiques peuvent nous submerger et nous embarquer dans tous les sens. Choc, colère, déni, chagrin, tristesse, sentiment d'injustice, d'abandon, de culpabilité et tellement de regrets. Mort et deuil, comment se remettre en marche pour continuer à vivre une vie pleine de sens? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Et pour parler de processus de deuil et de retrouver le chemin de la vie, j'ai le plaisir de recevoir Evelyne Josse, psychothérapeute, psychotraumatologue. Et tu es chargée de cours à l'Université de Metz. Tu es aussi formatrice en hypnose ericksonienne. Bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Et tu es aussi auteure et tu es la créatrice, aussi co-créatrice du forum Les dimensions invisibles de la conscience. Exactement. Et aussi, donc on retrouve ça dans ce livre où il y a de multiples auteurs qui ont participé à ce livre magnifique pour... Dont Christophe. Donc Christophe, absolument. Donc Christophe Fauré, bonjour, vous êtes psychiatre, bonjour, psychothérapeute et vous êtes aussi spécialiste du deuil. On se vous voit alors? Eh bien alors on se tutoie. On va se tutoyer, c'est quand même mieux. On se tutoie. Je suis impressionnée en fait par tous tes livres et tout ton travail et donc une grande partie est sur le travail du deuil. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous avez travaillé dans les soins palliatifs. Et pendant cette période-là de votre vie, vous avez été en contact avec des expériences assez extraordinaires qui vous ont interpellé. Evelyne, tu peux nous raconter un peu? Juste une dame qui était donc malade du sida, très maigre, pouvait plus se lever, pouvait plus s'asseoir dans son lit. Tout d'un coup, elle s'est assise et elle a dit « Désolée, je dois partir, on m'attend ». Et elle est morte. Et donc ça, c'est le genre d'expérience. Une autre, c'est j'arrive chez un patient très déprimé, il me dit, tout souriant, j'ai vu ma mère et ma tante, elles m'ont dit que j'allais mourir dans les 3 jours, elles sont là pour m'attendre. Ce monsieur qui est extrêmement déprimé est parti complètement serein, effectivement 3 jours plus tard. C'est exactement ce type d'expérience qu'on retrouve dans les soins palliatifs, et en fait de façon assez, je dirais pas banale, mais assez familière, hein. Et sans, c'est pas des expériences extraordinaires, c'est juste un patient, une patiente qui dit, ben voilà, on est en train de se parler, mais je perçois là, juste au bout du lit, la silhouette de mon mari décédé. Ça vous inquiète? Non, non, pas du tout, c'est détendu. Alors, il apparaît, il disparaît, c'est très diffus, mais il y a un sentiment très doux, très paisible, qu'il m'attend, qu'il vient me chercher. Voilà, c'est juste une conversation. Et en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment les expériences de fin de vie qui sont très étudiées dans les pays anglo-saxons. Et donc, vous avez en fait écrit ce dernier livre, Christophe Fauré, Cette vie au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort. Et vous racontez évidemment toutes sortes d'expériences, dans les expériences et témoignages de personnes qui sont à l'approche de la mort, c'est une chose, mais il y a aussi les expériences de mort imminente, voilà, bien sûr, et d'autres expériences encore qui nous font dire que la conscience... En fait, que la conscience n'est pas le produit. Le paradigme, le postulat scientifique actuel, c'est que la conscience est le produit du cerveau, de l'activité neuronale, et toutes ces expériences de mort imminente, vécu subjectif de contact avec un défunt, etc., que j'ai écrit dans le bouquin, convergent vers l'idée que ce paradigme, ce postulat scientifique est faux, et qu'en fait, la conscience n'est pas localisée au cerveau, et on parle de conscience non localisée. Et une fois qu'on a intégré cette dimension-là, toutes ces expériences sont normales, quand on dit de la conscience, que l'on peut contacter en post-mortem, c'est presque... Et donc j'imagine que toutes ces découvertes, enfin après, votre livre est extrêmement bien documenté, il y a énormément de sources, hein, c'est vraiment... C'est scientifique, c'est un ouvrage scientifique, très accessible. C'est scientifique et en même temps ça vient contredire ce que la science propose aujourd'hui. Oui, enfin contredire une certaine tranche de la science qu'on appelle la science matérialiste, hein, qui part du fait que tout procède de la matière, mais il y a un gros courant quand même anglo-saxon de science non post-matérialiste qui part comme de la conscience en tant que telle, et la conscience même qui serait
la cause première de la matière. Alors, je voudrais savoir, moi, toutes ces données, comment ça a influencé votre travail de psychothérapeute? Comment, justement, face à des personnes qui ont des deuils extrêmement douloureux ou des deuils même pathologiques, comment cette dimension-là, comment vous l'utilisez, cette dimension-là, dans votre travail? Je l'utilise que si elle s'invite par les personnes. Hein. Les personnes viennent me voir en tant que psychiatre, psychothérapeute pour faire un suivi de deuil. Donc c'est d'abord pour la dimension psychologique du deuil, les différentes étapes, accompagner les émotions, comprendre tout ce qui se passe dans la famille après le décès, comprendre les implications qu'a cette disparition dans leur vie à multiples niveaux. Mais il y a parfois des situations où les personnes parlent de signes, par exemple. Tiens, j'ai eu des perceptions, donc les gens osent pas trop en parler au psychiatre, mais comme j'ai écrit ce bouquin, ils disent, bah voilà, j'ai eu des signes de mon proche décédé, donc c'est que à ce moment-là, en fait, que je commence à en parler. Je n'impose jamais une vision particulière, ce qui serait, voilà, il y a une continuité de la conscience, la personne, elle peut ne pas d'accord avec ça. Je recevais hier un couple dont l'enfant est décédé. Je leur ai demandé, pour vous, où serait votre enfant après sa mort? Et tous les deux m'ont dit, ça s'est arrêté, il n'y a plus rien de lui. Donc c'est clair, le message est clair pour moi, que ce n'est pas à ce niveau-là que je vais accompagner les personnes. Donc c'est beaucoup plus l'axe psychologique. Mais quelqu'un me dit, bah, il y a une continuité de la conscience. Et là, on peut introduire, mais tout doucement, certains éléments, parce que vraiment, il n'y a rien de prosélyte dedans. Il ne faut absolument pas forcer les personnes à adhérer à une quelconque vision. Evelyne, c'est aussi ta posture, puisque tu dis bien malin qui pourra dire qu'est-ce qu'il y a après, finalement. Et tu respectes aussi, j'imagine, tout à fait. Oui, mais je vais un peu plus loin quand même que Christophe par rapport à ça. Donc déjà, j'ouvre la porte en posant toujours la question, en disant, ben voilà, il y a des expériences qu'on appelle les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Et donc quand on a perdu quelqu'un, eh bien jusqu'à 75% des personnes qui ont perdu un enfant, par exemple, ont eu un sentiment d'être en contact. Est-ce que ça vous est arrivé? Donc parfois, ça permet aussi de parler d'expériences dont ils n'osent pas parler. Ça ouvre la porte. Alors quand les personnes ont un bon état hypnotique, puisqu'évidemment j'accompagne toute une série de choses, là, au moment où je pense que ça peut être utile, je peux proposer une séance de communication avec les défunts en hypnose. Bien sûr, je ne dis pas que c'est une vraie communication, parce que ça, je n'en sais rien finalement. Comme je sais que finalement les croyances n'ont aucun impact sur comment se présente la séance, je n'ai pas vraiment de complexe à proposer ça, et je le propose comme une expérience. Et donc j'ai énormément de personnes qui ne croyaient pas du tout à quoi que ce soit, qui ont fait l'expérience, et puis ben, voilà, qui parfois effectivement changent leur conception par rapport à la mort. Donc quand je pense qu'au niveau thérapeutique, on peut avoir une bascule intéressante, importante, en ayant ce contact, je veux par exemple pour une dame qui ne voulait vraiment pas faire cette séance, elle me disait que ça n'existait pas, qu'il n'y avait rien, et puis de toute façon que même si il y avait quelque chose, bah, que son fils donc décédé à la naissance suite à une erreur médicale, lui allait bien, mais qu'elle n'allait pas bien. Et donc j'ai vraiment insisté, et ça a été complètement magique pour cette dame, et elle qui voulait se suicider, bah, comme son fils lui a dit qu'il voulait qu'elle ait confiance dans la vie, qu'elle aurait d'autres enfants, etc., qui seraient toujours avec elle, eh bien ça a redonné de l'impulsion à la vie. Donc je vais un peu plus fort que Christophe. Qui peut-être ira un peu plus fort de plus en plus. Ou déjà, tu as une sélection de passions naturelles, puisque, en fait, avec ce livre, Cette vie et au-delà, ça peut-être t'amener des gens qui sont plus dans ces croyances-là que d'autres. Oui, mais pas forcément. On peut être étonné de personnes qui ont, a priori, pas vraiment un intérêt poussé, ou ils n'ont pas forcément lu des choses, mais juste le fait d'être confronté à la mort, à ce questionnement sur où est la personne que j'aime, assez naturellement induit un questionnement. Et si la personne ouvre la porte, c'est assez facile de cheminer avec elle. Mais il y a un point important quand même qui est essentiel à souligner, c'est que même s'il y a eu ces expériences, même s'il y a eu ces contacts, il y a quand même le vécu au quotidien du deuil. On a perdu une maman qui a perdu son petit.
tous les soirs, elle ne peut pas lui faire un bisou pour lui dire au revoir, elle ne peut pas être avec lui le matin, elle ne peut pas partir en vacances avec lui. Il y a le manque. Donc il y a vraiment, il faut bien distinguer qu'il y a ce travail, je dirais à tonalité spirituelle, éventuellement de contact, en tout cas dans cette dimension-là. Et puis il y a la dimension psychologique qui est vraiment le quotidien, la dimension de comment je fais pour apprendre à vivre au jour le jour sans la présence de mon enfant, de mon compagnon, de ma compagne, de mon parent. Et les deux sont en même temps. Hein. Oui, ça ne résout pas tout, exactement. en fait, je pense. Ça ne résout pas tout. C'est une partie de ton accompagnement qui est beaucoup plus complet, mais qui est quand même très original. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette émission, pour le mettre en avant. Mais c'est vrai que c'est une partie du travail de l'accompagnement, il faut bien le préciser. Ce n'est pas ça qui va tout résoudre non plus, mais ça peut vraiment décoincer des situations extrêmement compliquées. Et dans ce que tu racontes, en fait, Evelyne, ces défunts, ils vont avoir plusieurs messages. Ils vont rassurer les personnes, ils vont exprimer leur amour, ils vont les assurer de la présence, les inciter, comme tu disais à l'instant, de renouer avec la vie, aussi déculpabiliser, demander pardon. Je pense que tu as plein d'histoires. Oui, il y a effectivement beaucoup d'histoires de personnes qui... alors avec des émotions extrêmement différentes. Par exemple, une femme qui était très en colère contre son père, qui a voulu faire cette séance. Son père l'avait abusée sexuellement quand elle était enfant. Et son père est arrivé. Et il lui a demandé pardon et ça a vraiment complètement dissous sa colère, non seulement vis-à-vis de son père, mais vis-à-vis des hommes en général, parce qu'elle avait vraiment développé une agressivité par rapport à tout le monde. Une autre dame qui voulait aussi se suicider suite au suicide de sa fille, et sa fille lui a dit qu'elle s'occupait d'elle, donc qu'elle veillait sur elle, et que si elle se suicidait, elle ne viendrait pas la rejoindre, qu'elle aurait un travail à faire avant. Et donc, du coup, cette dame a pu continuer à vivre. Cette fille aussi a demandé à sa mère de s'occuper de son petit frère qui lui était bien vivant. Et donc, il y a aussi ce message de prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc, les messages qu'on retrouve quasiment toujours, c'est « je t'aime, je suis là, je suis avec toi, je serai toujours avec toi ». Je pense par exemple à un papa qui donc, ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il avait, lui et son épouse, celle qui était devenue son épouse, avorté quand ils avaient 16 ans. Et donc il estimait qu'il n'était pas légitime pour avoir un enfant. Et donc on a fait une séance avec cet enfant, on ne sait pas évidemment puisque c'est un avortement, mais donc c'est une petite fille qui est arrivée, qui avait plus ou moins l'âge de 5 ans et qui lui a dit qu'elle serait toujours son papa, qu'il serait toujours son papa, qu'elle l'aimait et que c'était son choix à elle de ne faire que ce court passage sur Terre. Du coup, évidemment, la culpabilité, elle a complètement disparu pour ce papa qui a pu donc s'engager comme parent. Donc oui, on a vraiment beaucoup d'histoires avec des changements qui sont très importants. Mais comme tu le disais, et je pense que c'est vraiment important à souligner, moi par exemple, je ne fais pas des one-shots, des séances où les gens me téléphonent en disant voilà, je veux prendre le thé avec ma grand-mère, on va faire une petite séance de contact avec les défunts. C'est ce qu'on peut demander à une médium en fait, d'avoir des contacts avec les défunts. Là, ça s'inscrit vraiment dans un parcours thérapeutique, oui. Mais ça ressemble un petit peu quelque part au contact qu'on peut avoir à travers une médium qui va mettre en contact et on va avoir des informations nouvelles en quelque sorte. Dans les séances que tu rapportes, il y a des informations nouvelles. Ce n'est pas comme un souvenir vivifié d'une expérience passée, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le temps présent. Il y a quelque chose qui se passe dans le temps présent. Bon, par rapport au médium, si le médium dit effectivement des phrases ou des mots qui parlent particulièrement à l'endeuillé, ça va faire évidemment tilt. Ici, l'avantage, c'est que ce n'est pas moi qui fais du channeling, c'est la personne qui est en contact avec son défunt en hypnose. Donc, on a un peu les mêmes effets qu'on a aussi avec les vécus subjectifs de contact avec les défunts, sauf que dans les vécus subjectifs de contact avec les défunts, parfois les gens ont peur. On voit son mari tout d'un coup dans la cuisine ou son petit enfant dans le jardin. On peut être très effrayé. Je me souviens d'une personne qui m'a dit mon mari est venu, je lui ai dit je sais que c'est toi, mais surtout pas, ça me fait trop peur. Et donc, il n'est plus jamais réapparu et c'est pour ça qu'elle est venue en séance pour pouvoir renouer avec cela parce qu'elle avait fui. Et donc, l'avantage, c'est que là, on est aussi accompagné. Et ce qui est fait, c'est très différent d'un souvenir ou de l'imagination, où les personnes, quand elles se souviennent, sont très tristes. Et là, il y a quelque chose de tout à fait magique, lumineux, serein, de calme, plein d'amour.
Là, c'est vraiment important ce que tu dis par rapport au caractère direct, l'expérience directe. Tant pas quelque chose induit, c'est la personne qui le vit pendant la séance d'hypnose, que pour le VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt, c'est pas par l'intermédiaire d'un médium. Bien Et donc sûr. ça a un parfum d'authenticité, de proximité qui vraiment est beaucoup plus fort, moi je trouve, que ce qui peut passer par un médium, même si parfois effectivement il y a des informations qui peuvent être capitales et qu'on peut reprendre là dans un processus thérapeutique, parce que c'est pas souvent cela que proposent les médiums, enfin, connaissant de certains qui donnent l'information, mais elle n'est pas travaillée. Donc un travail qui permet aussi de prendre en compte ça en thérapie, c'est important. Donc en fait, on repousse un petit peu quelque part avec ce procédé les limites. Enfin, on repousse la mort un peu plus loin encore, puisque finalement, c'est la mort du corps physique, bien sûr, mais la mort de la conscience n'est pas là. Donc en fait, on recule un peu on est moins triste de la mort, puisque la mort, quelque part, n'existe pas. Mais s'il n'y a pas d'interruption du lien, on peut continuer la relation. Tu évoquais une personne qui avait besoin de s'apaiser par rapport à des violences sexuelles du passé. Eh bien là, le décès interrompt toute possibilité de continuer un lien et d'apaisement. Et là, on voit qu'avec ce que tu proposes, on peut continuer à travailler le lien, même si dans l'incarnation, la personne n'est plus là. Donc ça ouvre des perspectives et du véritable soin sur le Dans mon long histoire terme. personnelle, mon père était très proche de son père. Moi, je ne l'ai jamais connu, mon grand-père, puisqu'il est décédé bien avant ma naissance. Et je me souviens que quand j'étais enfant, j'ai demandé à mon papa, « Dis papa, t'es pas triste que ton papa soit plus là ?» Il m'a dit « Mais non, pas du tout, parce que mon père est dans mon cœur, il est là tout le temps. » Et au départ, j'ai cru qu'il se moquait de moi. J'imaginais un petit bonhomme rabougri dans sa poitrine. Et en fait, il exprimait vraiment ça, comme une diffusion d'amour en direct qui était là dans son cœur, la présence de son père qui était là. Et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir garder ce lien vivant. Donc là, quelques 50 ans plus tard, maintenant mon père est décédé. Et j'aimerais bien avoir cette diffusion d'amour sur demande. Donc j'en suis pas encore tout à fait là. Donc comment on fait pour garder le lien vivant? Comment on fait pour bénéficier de tous les bénéfices de la relation alors que l'autre personne n'est plus là? Et on peut utiliser des petits rituels, hein, des choses qui sont vraiment très importants à mettre en place. Qu'on le soit sur une dimension psychologique ou spirituelle, un truc très simple, dans un coin peut-être de sa chambre, même du salon, mettre juste la photo de la personne, si on peut voir la photo, parce que parfois la photo est difficile à voir, mais si c'est vraiment une jolie photo avec les yeux qui regardent, c'est vraiment, moi je préconise vraiment une photo de la personne seule, sans d'autres personnes, et à côté peut-être une bougie, et peut-être un petit bouquet de fleurs qu'on change régulièrement, et tous les jours, et que ce soit dans son champ visuel, dans sa chambre, mais que ce soit dans son champ visuel, et puis se donner peut-être tous les jours, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, enfin pas un temps trop long, mais tous les jours se poser devant cette photo-là. Et vraiment, j'invite les gens à imaginer vraiment que la personne est vraiment là, et de visualiser une espèce de courant d'amour, comme un courant d'amour qui va de son cœur à elle, à son cœur à soi, de son cœur à soi, de son cœur à elle, une espèce de mouvement, et dit ok, la mort n'a pas interrompu cela. Parce que plein de gens en deuil disent je maintiens le lien, il ne faut pas que j'arrête de souffrir, parce que c'est par la souffrance que je garde le lien. Là, non, quand on était vivant, ce n'était pas la souffrance qui maintenait le lien, c'était l'amour. Donc vraiment, recréer cela par-delà le décès de la personne, c'est je suis en lien avec toi, et de sentir ce lien d'amour, et puis clore cette petite visualisation, comme si la personne se fondait en lumière et se fond à l'intérieur de soi. Et quand on le fait régulièrement, très régulièrement, on arrive à ce que ton papa faisait, c'est-à-dire progressivement installer en soi une présence de la personne, une présence à la fois psychologique, mais sûrement aussi une présence donc tu le places spirituelle. bien dans le cœur, en fait. Dans le cœur, comme si vraiment elle se fond dans le cœur, se mélange comme de l'eau est versée dans de l'eau, tu vois, on ne sait plus où commence un. Alors moi j'aurais dit un finit sachet de l'autre. thé dans de l'eau chaude, et comme ça se diffuse. Par exemple, ça peut être complètement ça, quelque chose qui est très doux, et ça peut être juste 5 minutes, 10 minutes par jour, mais fait très régulièrement, tu crées quand même une habitude de penser à la personne, hop, et ce mouvement-là de mise en soi, c'est
le mouvement psychologique du deuil, hein, non pas de couper la relation et la laisser partir, mais au contraire, comme on dit en psy, hein, introjecter, mettre en soi la relation, tant au niveau psychologique qu'au niveau spirituel. Donc là, tu as effectivement souligné quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'il y a des personnes qui veulent rester dans le chagrin et dans la souffrance, puisque ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'elles ont de l'amour et qu'elles ont bien aimé. Et du coup, il y a une confusion entre souffrir et aimer, en fait. C'est une confusion. Vraiment, donc, aimer, c'est joyeux. C'est ça, la souffrance, les gens pensent que la souffrance va maintenir le lien. Si je cesse de souffrir, je sentirai moins le lien. Et on se rend compte, au fil du temps, que c'est complètement faux, que c'est en fait la souffrance qui empêche le lien. Tout à fait. C'est la souffrance qui empêche le lien, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc moi, je prends une métaphore avec mes patients. Je leur dis, vous savez, on parle des liens d'attachement, qu'on est attaché à quelqu'un. Si par exemple, Catherine, tu as un enfant qui est adulte et qui est aux États-Unis, ben, ton lien, il est fluide avec lui, tu continues à l'aimer, tu ne souffres pas, tu es contente pour lui qui voyage. Et je dis, ben voilà, quand les gens peuvent être même à l'autre bout de la terre, ce lien se continue. Et quand la personne est morte, parfois, en fait, ce lien, il se rigidifie avec la tristesse, avec le chagrin, avec la culpabilité. Et c'est comme si on avait un tuyau rigide entre nous. Et donc, si on s'éloigne, ça nous arrache le ventre. Si on se rapproche, on le prend dans le ventre. Ça veut dire que si on pense tout le temps à la personne, ben, ça fait mal. Si à un moment, on a une distraction, on va au restaurant, on a oublié de penser à la personne, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'y a pas pensé, on s'est éloigné, hop, ça nous arrache le ventre et on a mal. Et pour moi, l'idée du travail que je fais, c'est justement de refluidifier, et je leur dis, c'est d'enlever tout ce qui encombre ce lien inutilement. Hein, et que ce lien ne soit plus qu'un lien d'amour fluide, comme une espèce de flux de laser qui peut à l'infini, on peut être très éloignés les uns des autres et toujours s'aimer autant et être toujours autant en lien. C'est pour ça que tu dis, pour sortir du chagrin, il n'y a pas de meilleur remède que de considérer la personne décédée comme toujours vivante, mais dans un ailleurs. Oui, donc effectivement, pour moi, un deuil, c'est effectivement accepter que l'autre n'est plus là dans la réalité, mais c'est aussi de créer ce lien à l'intérieur. Et il ne faut pas confondre penser tout le temps à la personne et être en lien. Hein, parce qu'il y a des personnes qui disent « mais je pense tout le temps à lui ». Mais en fait, penser tout le temps, ce n'est pas se sentir en lien. Hein, et donc, quand on pense tout le temps à quelqu'un, en fait, on est dans autre chose. Même si au début du processus, évidemment, c'est normal, oui. on pense à la personne tout le temps, chaque pensée, chaque seconde, et même on a, parce qu'il y a cette peur d'oublier, la personne Oublier disparue, la voix, et vraiment, oui, c'est ça, oublier toutes ces choses qui font le lien avec elle dans le monde. Hein. On a peur d'oublier le son de sa voix, le toucher de sa peau, enfin, toutes ces choses qui créent le lien dans le monde, et on pense que il faut donc garder toujours la personne à main pour ne pas perdre le lien. Et on se rend compte que c'est une tension, c'est un effort. Ce n'était pas ça la relation avant. La relation n'était pas une tension, un effort, c'était juste souple. Et c'est ça le processus de deuil aussi, c'est ce temps-là. Au début, on n'y arrive pas. Soyons clairs, on n'y arrive pas. Alors, tu détailles effectivement toutes ces étapes, enfin qui ne sont pas forcément des étapes, puisqu'on n'est pas obligé de toutes les faire, et de tous ces processus, en fait, on va dire, d'en vivre le deuil au jour le jour. Voilà, un très bel ouvrage, Albin Michel. Ça, c'est la composante psychologique du travail de deuil, et ça permet aussi de voir le territoire, parce qu'on ne connaît pas, notre société ne nous a pas enseigné ce que c'est que le deuil, donc ça permet de voir à peu près où on en est, qu'est-ce qui se passe pour moi. Donc le premier dans le processus, c'est d'abord l'acceptation. Non. Le premier, c'est vraiment la sidération, c'est vraiment mais. Pour sortir de la sidération, du coup. Il y a la sidération qui est là, et progressivement, il y a une mécanisme de protection psychique. On est vraiment presque anesthésié pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois. Et il y a une deuxième étape qui est celle progressivement d'essayer de retrouver le lien dans le monde. On essaie de retrouver la personne, elle est où? Donc c'est là où on a les photos tout le temps avec soi, on garde les téléphones sur la messagerie, on porte les vêtements, on parle que d'elle, on essaie de penser qu'elle. Donc c'est vraiment essayer de recréer le lien avec la personne dans le monde. Et puis la troisième étape, progressivement, mais ça vient tardivement, 6, 8, 10 mois après le décès, où progressivement on se rend compte qu'il n'y a plus de support de cette personne dans le monde et qu'on a l'impression de la perdre une deuxième fois. Et c'est là où on va moins bien, au bout du compte. Une espèce de fléchissement, on a l'impression de la perdre une deuxième fois, et c'est la troisième étape qui est un peu
qui a un vécu dépressif quand même, qui n'est pas une dépression maladie, mais qui est vraiment un vécu dépressif et lui, il peut durer plusieurs mois, parfois quelques années avec des hauts et des bas. Et là, justement, arrive la quatrième étape, mais plusieurs années après, malheureusement c'est en termes d'années, hein, où il y a véritablement une pacification ou une redéfinition de son rapport avec la personne disparue, redéfinition du sens avec soi-même, redéfinition de la relation avec le monde. Et là, il y a vraiment cette idée de la personne n'est plus dans le monde, mais je n'ai pas perdu, elle est véritablement là. Mais c'est tout le processus psychologique qui permet d'atteindre ce résultat. Donc tu nous as parlé des rituels à mettre en place et maintenant c'est le moment d'hypnose puisque Evelyne Josse, tu vas nous proposer une hypnose pour trouver un apaisement maintenant. Donc c'est une toute petite séance, je fais plus long évidemment en thérapie. Donc voilà, tout simplement, on propose d'abord à la personne de s'installer confortablement, donc de bien laisser le corps faire tous les ajustements qu'il a besoin de faire pour être le plus confortablement installé possible. Et peut-être effectivement que tu peux déjà fermer les paupières pour prêter une meilleure attention à ma voix. Et tu vas tout simplement respirer par le ventre, bien laisser ta respiration descendre bien bas dans ton ventre. Il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer dans ce mieux-être hypnotique. Rien de particulier à ressentir, rien de particulier à penser, mais tu ne vas pas essayer d'arrêter tes pensées, tu ne vas pas essayer d'arrêter tes émotions. Tu vas simplement permettre qu'elles s'arrêtent toutes seules. Et tu sais comme il peut être agréable dans certains cas, à certains moments, dans certains contextes, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, sans rien d'autre à faire que laisser faire. Et tu continues à laisser ta respiration descendre bien bas dans ton ventre. Tu inspires l'oxygène. Tu expires le CO2. Tu inspires l'air pur. Tu chasses le CO2. Et tu inspires le calme. Et tu expires toutes les tensions, tout ce qui n'est pas utile, loin de toi, là où ça doit être. Tu n'as pas besoin d'essayer d'arrêter tes pensées ou tes émotions. Ces pensées, ces émotions sont comme des ondes dans ton champ mental. Peut-être que tu peux voir ces ondes sur cet écran que tu as ouvert en fermant les yeux. Et ces ondes sont comme l'agitation des vents de tempête sur la mer. Une mer impétueuse, de hautes vagues déferlantes, des rouleaux, des creux profonds. Et tu écoutes ma voix, et grâce à ta respiration et à ton imagination,
va permettre à ce que ces vents se calment et que les vagues deviennent de plus en plus vagues pour retrouver ce calme intérieur, cet océan de calme. Et une bonne façon de retrouver ce calme intérieur, de calmer ces remous, c'est de t'imaginer devant un torrent en montagne. Et tu regardes ce torrent depuis un endroit tranquille, un endroit paisible, peut-être assise sur un carré d'herbe souple ou adossée contre le tronc solide d'un arbre. Une eau tumultueuse, bouillonnante, mais peu de fond, beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais peu de profondeur. Un torrent qui fait rouler ses galets, qui claque contre les parois de ses berges. Tu peux peut-être voir des branchages qui ont été arrachés aux arbustes, des berges et qui sont emportés par un courant auquel il semble impossible de résister. Et tu sais, tu es là, tout en étant devant ce torrent. Eh bien, tu peux être aussi devant ce torrent, tout en étant plus loin, dans la vallée. Là où ce torrent a commencé à s'apaiser, il est devenu rivière. Une rivière qui glisse paisiblement entre des berges élargies, des berges herbeuses, qui sillonnent une région champêtre, des prairies où paissent tranquillement des vaches et des moutons, des cultures, une eau qui fertilise ces terrains, une eau pleine d'alluvions fertiles. Et là maintenant, un peu plus loin, cette rivière s'étire, s'alanguit, se repose. Elle forme comme une petite mare, une mare mystérieuse, pleine de secrets. Au fond de ces eaux vivaient quelques larves. Et nul ne comprenait pourquoi, lorsque l'une d'elles était appelée à grimper le long d'une tige de nénuphar, elle ne réapparaissait jamais. Alors elles se promirent que la prochaine qui serait appelée à monter à la surface viendrait dire aux autres ce qui lui est arrivé. Et bientôt, l'une d'elles fut poussée par une sensation irrésistible de grimper le long de cette tige de nénuphar. Et là, elle passait la surface de l'eau, elle se reposa sur une feuille de nénuphar. Et elle subit une magnifique transformation qui fit d'elle une libellule aux magnifiques ailes irisées. Alors bien sûr, elle a voulu tenir sa promesse, mais en vain. Volant d'un bout à l'autre de la mare, elle voyait bien ses amis en bas. Mais elle réalisa bientôt que ses amis ne pouvaient pas reconnaître, même si elle la voyait, comme une des leurs, une créature aussi radieuse. Alors elle continua à les regarder, à les couver de son regard. Et puis une autre libellule a été appelée et passée de l'autre côté de l'eau, s'est reposée sur une feuille de nénuphar et a subi une magnifique transformation.
Et c'est avec joie que les deux libellules se sont retrouvées, elles qui avaient été séparées. Et tu peux peut-être voir en regardant cette rivière et cette mare des libellules volter. Et tu peux aussi te projeter encore plus loin, quand cette rivière est devenue un fleuve avec beaucoup de profondeur, une force tranquille, peut-être un bateau, une péniche qui glisse au fil de l'eau, peut-être le paysage qui se reflète, les arbres sur la berge, le bleu du ciel léger, un petit troupeau de nuages qui broutent un coin de l'azur, des milliers de diamants à la surface de l'eau. Et peut-être que tu peux te projeter plus loin encore, quand ce torrent devenu rivière puis fleuve retrouve la mer, la rencontre, lorsqu'il devient la mer. L'eau du torrent et l'eau de la mer se mélangent et ne font plus qu'un. La mer avec son horizon à l'infini, ces vagues qui vont et qui viennent, et ce torrent qui lui aussi est devenu infini, qui ne fait plus qu'un avec la mer. Et tu sais, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont comme ce torrent de montagne qui finit par s'apaiser et à retrouver le tout. Tu sais, c'est vrai quand on est noyé par des vagues de chagrin, quand on verse des torrents de larmes, quand on est emporté par un tourbillon de chagrin, quand on est débordé par des émotions négatives. Et à n'importe quel moment, quand tu en auras besoin, tu t'installeras confortablement. Tu respireras tranquillement par le ventre. Tu repenseras à ce torrent, à son cours, qui devient de plus en plus tranquille. Et mentalement, pour toi-même, tu pourras te dire quelque chose comme « laisse couler », pour que ces émotions poursuivent leur chemin. À n'importe quel moment, quand quelque chose sera bloqué dans ton corps ou dans ton esprit, repense à ce torrent qui devient une force tranquille. Et pas plus que le torrent ne sait qu'il va devenir fleuve et retrouver la mer, pas plus nous ne savons, nous, dans notre vie, ce dont nous sommes capables et ce que nous allons vivre et devenir. Je vais maintenant compter de 0 à 10. Et quand je serai à 10, tu seras tout à fait éveillé, détendu et tranquille, avec une sensation de calme et d'apaisement qui pourra s'approfondir, comme ce torrent qui s'approfondit en devenant fleuve et qui finit par se mélanger, par disparaître, en devenant un. 0, 1, 2, 3, l'énergie commence à circuler. 4, 5 à moitié éveillé. 6, l'énergie circule de plus en plus vite et tu peux peut-être déjà avoir envie de bouger pour retrouver les sensations que tu as envie de retrouver dans ton corps tout en conservant évidemment celles que tu veux conserver de la séance. 7, 8, presque réveillé. 9, une bonne respiration énergétisante. Et 10, tout à fait éveillé, détendu et tranquille. Et tu peux tirer pour libérer toute l'énergie. Je me sens grande comme un océan. Merci Evelyne pour cette métaphore du cycle de l'eau. Ce qui me fait penser que on est dans le cycle de la vie et donc dans le cycle aussi de la mort. Et finalement, c'est assez naturel. Donc on peut peut-être aussi à un moment
et même peut-être tout de suite quand quelqu'un meurt et finalement qu'il meurt dans de bonnes conditions, puisqu'on va tous mourir. Alors après, je ne sais pas quelles sont ces bonnes conditions et on peut pour soi-même avoir envie de se préparer la meilleure mort possible, ou donc la meilleure vie possible pour avoir la meilleure mort possible. On peut avoir envie de se préparer la vie pour... Parce qu'on peut finalement, quand quelqu'un meurt, se dire, ben c'est avoir un sentiment de paix en fait, d'apaisement, puisqu'on est dans le cycle, on est dans le cycle naturel des choses. Ça existe. Je crois qu'on peut aussi préparer sa propre mort, et en préparant notre propre mort, on prépare aussi les futurs endeuillés, on allège aussi, en tout cas on facilite leur processus de deuil. Mais dans l'absolu, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans l'absolu, on pourrait accompagner un proche et être heureux de son... Oui, apaisé en fait? C'est un peu plus en amont en fait. Hein, souvent en travaillant le soin palliatif, on se rend compte qu'une mort apaisée, c'est souvent en lien avec une vie qu'on a essayé du mieux possible de rendre pleine, riche, accomplie. C'est terrible de devoir mourir avec des regrets de ne pas avoir assez donné de soi à ceux qu'on aimait, de ne pas avoir assez partagé ses talents dans le monde, de ne pas avoir assez créé, de ne pas avoir assez été dans vraiment une ouverture dans le monde. Parce que c'est ça, c'est cette tonalité d'avoir fait du mieux possible qu'on pouvait dans le monde et dans les relations avec les gens qu'on aime, qui fait que on peut partir et dire au revoir de façon pacifiée avec nos proches. Donc vraiment préparer ce passage, préparer la mort et préparer justement nos proches en deuil, c'est maintenant tout de suite, même 10 ans, 20 ans, 30 ans avant de mourir, c'est travailler en profondeur, en tendresse, en intelligence, en sagesse, la relation qu'on a avec eux. C'est tellement dommage de travailler la relation, de travailler une bonne mort juste quelques mois ou quelques semaines avant que la mort arrive. On n'a pas le temps. Donc c'est vraiment, on a besoin de se réapproprier cette sagesse qui nous dit on prépare la mort et l'après pendant notre vie. Et d'ailleurs, si nous sommes ici, quand on regarde les témoignages des expériences de mort imminente, et ces personnes qui sont allées de l'autre côté, souvent il y a eu un message d'être de lumière ou des proches décédés qui leur disaient non, tu n'as pas fini, tu as encore des choses à faire. Et ces choses à faire, ça veut dire qu'il ne faut pas se rester focalisé sur cet après. On a des choses à faire maintenant et des choses à faire donc dans l'amour, dans la connaissance, dans les liens qu'on fait. Et c'est quand on accomplit tout ça dans cette vie-là, sans fascination pour l'autre côté, que la transition, je trouve, se fait de façon harmonieuse. Qu'est-ce que tu penses de la formule qui dit donner tout ce qu'on a à donner, recevoir tout ce qu'on a à recevoir? Oui. Et faire tout ce qu'on a à faire, et du coup, de faire du mieux qu'on peut, ce serait ça. Mais tout le monde fait du mieux qu'on Ben oui, mais tout le monde fait du mieux. Non, es-tu sûr? Es-tu sûr? Oui, j'en suis sûre. Hein? Avec les limites qui sont les nôtres, bien sûr, mais c'est vraiment à l'instant T, des choses qu'on sait. Ça, conscientiser, en faire une espèce de discipline. Est-ce que aujourd'hui, face à une situation, je la rencontre de la plus intelligemment possible, la plus respectueuse à la fois pour moi et peut-être aussi pour la relation, pour l'autre personne? Est-ce que l'écologie de la situation est respectée? Et je pense que chaque situation de vie, c'est une opportunité d'enseignement. Et puis si on s'est trompé, si on s'est pris les pieds dans le tapis, c'est toujours important de dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris pour éventuellement pas refaire cette même erreur. Alors si la personne avec qui on s'est pris dans le tapis est de l'autre côté, c'est un peu compliqué. Parfois on se dit mais comment je peux réparer une erreur? C'est pour ça que ce travail de continuité du lien intérieurement ou via les voies que propose Evelyne sont importants pour continuer à travailler et pas rester bloqué dans l'idée que maintenant c'est fini. Non, il y a plein de niveaux subtils où vraiment ça peut continuer. Et en tant que thérapeute, on est là-dessus, on continue à travailler sur des liens qui peuvent être interrompus par la mort, mais qui peuvent quand même être pacifiés. Donc c'est vraiment une ouverture importante. Donc toi, je sais que tu as fait beaucoup de méditation dans ta vie. Est-ce que la méditation t'a emmené dans des états spirituels, dans des Alors, la méditation, ça ne met pas dans des états, justement. Ça crée ça crée rien. Non, la méditation, ça crée rien. C'est juste être.
et accueillir l'expérience telle qu'elle se présente. C'est vraiment être et prendre conscience de cet être, conscience d'être. Parce que conscience d'être, ça permet de se dire, ah, c'est de ce socle-là intérieur qu'on identifie comme étant paisible, calme, vaste, intemporel. C'est à partir de ce socle intérieur que j'interagis dans le monde, que j'interagis avec toi, que je suis dans le monde. Et la méditation permet de conscientiser, simplement prendre conscience que notre essence fondamentale, c'est cette dimension intérieure extrêmement subtile, extrêmement proche, extrêmement intime, de calme fondamental, et prendre la décision à partir de cette base bien identifiée, prendre conscience que c'est à partir de là que je vais poser mes actes, mes décisions. Et si la base est apaisée, on a toutes les chances de penser que les décisions auront des grandes chances d'être aussi apaisées. Donc la méditation, c'est conscientiser et rencontrer la nature de notre propre esprit, tel qu'il est déjà. Ça ne crée rien, ça fabrique aucun état spirituel, parce qu'un état, ça va, ça vient. La nature de notre esprit, c'est constant à tout jamais. Donc c'est de l'éternité dans le temps présent. Exactement. Alors le mot de la fin, Evelyne, tu nous donnes rendez-vous peut-être au forum. Oui, le deuil et les dimensions invisibles de la conscience qui aura lieu le 23 et le 24 mars 2024 à Liège. C'est donc en Belgique, il y a un train direct de Paris. C'est très facile avec des gens très intéressants comme Jean Stone, Romuald Le Terrier, Sylvie Déjà dans ce livre, Détiolia. il y a vraiment une très belle brochette de personnalités, Jocelyn Morisson, Teresa Robles, Christophe. Voilà, il y a vraiment beaucoup de personnalités qui s'expriment vraiment très bien, de façon très documentée, de façon très structurée. Enfin, c'est un très très bel ouvrage pour tous ceux qui veulent savoir où on en est dans les dimensions invisibles de la conscience, la mort et le deuil. Et bien sûr, le livre de Christophe, Cette vie et au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort. Donc cette continuité... Oui. Fait que ça apporte un apaisement aussi. Je pense, oui. Ouais. C'est vraiment... Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de cassure, il y a quelque chose qui se continue à un autre niveau, mais quelque chose qui se continue. Et donc, voilà, c'est ce flot, c'est ce fleuve dont tu parles. Hein. C'est pas fixé, c'est pas cassé. Ça continue à couler. C'est une vraie exigence d'instant en instant d'être vraiment curieux de ce qui se passe, de vraiment donner du mieux qu'on peut, d'être le mieux qu'on peut. Dans ce monde. Quand tu parles, on n'est pas loin de l'hypnose quand même, Christophe, ouais. de par d'abord ta très belle voix, les choses que tu racontes, et même l'exercice que tu as donné tout à l'heure avec le rituel de visualiser le lien, on est quand même proche de l'hypnose. Je crois, oui. Tout à fait, je confirme. Je confirme. Donc tu n'as pas le mot d'hypnothérapeute, mais... Bah, quand je travaille en EMDR, hein, l'EMDR est une bonne occasion justement d'utiliser la voix et quelques inductions hypnotique, hein. J'ai une petite formation en hypnose ericksonienne, mais que je n'utilise pas vraiment de façon formelle parce que je suis plus confortable avec notamment l'EMDR, mais qui permet vraiment d'intégrer les dimensions d'hypnose. Et toi, tu es une grande spécialiste aussi hein, de l'EMDR. Dire sur l'EMDR aussi que donc je fais aussi de la communication induite après la mort avec l'EMDR, que je n'appelle pas SIAM parce que ça c'est une marque déposée par Botkin, donc moi j'appelle ça CAD, contact avec un défunt en EMDR. Donc effectivement, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'hypnose, il existe d'autres outils qui leur permettent d'avoir ce contact, elles, avec, donc pas par un médium, mais elles-mêmes avec un défunt. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé de votre présence. Et je vous souhaite de continuer votre chemin. On va certainement. On ne va pas s'arrêter. Non, on ne va pas s'arrêter. Non, on ne peut pas. On est dans la continuité. Eh bien, c'était les Virtuoses de l'hypnose sur ABC Talk TV. À la prochaine.